Rarement la position géographique d'un pays aura autant déterminé son histoire. Il n'y a que 140 km entre la Tunisie et la Sicile. Qui peut verrouiller ce détroit contrôle le passage entre la Méditerranée occidentale et orientale. C'est aussi une excellente base de départ pour envahir l'Europe par le sud. D'ailleurs, ce n'est qu'après avoir occupé la Tunisie, et pas avant, que les Alliés, durant la Seconde Guerre mondiale, entreprirent la libération de l'Europe. C'est cette position géographique exceptionnelle qui généra la création de la ville de Carthage et de son empire. La cité s'étageait ici, de la mer, au sommet de cette colline. Nous sommes à quelques kilomètres de Tunis. Les ruines carthaginoises sont rares. La ville fut méthodiquement arasée par les Romains en 146 avant Jésus-Christ. Son sol fut maudit et couvert de sel pour le rendre stérile. Le lieu est doublement historique car c'est ici, sur cette colline, que mourut de la peste le roi de France Louis IX, Saint Louis, en 1270, au début de la 8e croisade. Son gisant marquerait l'endroit où il fut provisoirement enterré. Les maisons auraient été à étages, jusqu'à 3 et même 4, ce qui était rarissime dans l'Antiquité. Quel était leur style? On en a une idée avec le seul monument carthaginois encore debout. C'est un mausolée dans les ruines romaines de Douga, à l'ouest du pays. L'art en est syncrétique, éléments grecs et égyptiens. Le Tophet, c'est-à-dire le cimetière. Arrêtons-nous un instant, car nous allons entrer de plein pied dans une des particularités lugubres de la religion carthaginoise, mais qui reste un mystère. Pratiquait-on des sacrifices d'enfants? Le premier-né, dit-on, pour satisfaire à des rites. Vérité ou diabolisation? Car les Romains auraient eu avantage à répandre cette rumeur afin de justifier leur volonté d'anéantissement de Carthage. En revanche, aucun des chroniqueurs de l'Antiquité n'en a parlé. Mais il faut aussi noter qu'on a trouvé un grand nombre d'ossements d'enfants mal incinérés. Le dilemme reste donc entier. Parmi les divinités pour lesquelles on aurait perpétré ces sacrifices, l'une d'elles était prépondérante. Il s'agit de Tanit, représentée par cette effigie. C'était la déesse de la fécondité et de l'allaitement. De plus, elle s'opposait victorieusement aux forces du mal. Une lecture de sa symbolique prouverait son importance. Le cercle représente l'espace, soleil et lune, et le temps infini, puisque le cercle n'a ni début ni fin. Et puis vient la ligne d'horizon, la séparation entre le ciel et le monde des êtres humains. La base du triangle représente la naissance de l'homme. La ligne montante, l'adolescence et la maturité. La ligne descendante, la vieillesse et la mort. Carthage aurait compté jusqu'à 500 000 habitants. Le commerce était sa raison d'être et sa seule dynamique. Elle avait essaimé d'Espagne à la Libye, du Maroc à la Sicile. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, un Carthaginois nommé Hannon s'aventura même avec une flotte de 60 navires jusqu'au golfe de Guinée pour initier le commerce de l'or. Rendez-vous compte, les Portugais ne l'atteignirent que 900 ans plus tard, pas avant le XVIe siècle. Il n'est donc pas étonnant que la première puissance militaire de la cité regardât le grand large. Ces galères étaient redoutables. Dans son état actuel, l'emplacement du port évoque mal l'importance des installations militaires et commerciales. De fait, il y avait 3 ports que cette animation va tenter de reconstituer selon des descriptions de l'époque. D'abord un port extérieur pour les bateaux étrangers, tenus à l'écart. Puis un autre, réservé à la flotte de commerce carthaginoise, que l'on fermait avec des chaînes de fer.
enfin la base militaire. Au centre, un îlot, résidence de l'amiral, d'où partaient ses ordres, accompagnés de sonneries de corps. Autour, l'arsenal et des quais et des cales. Capacité 200 bateaux environ, principalement des galères de 20 à 40 mètres de long. On cachait les flottes carthaginoises par de hauts murs. Ainsi, on faisait planer un doute, on créait le mystère, on intoxiquait. Et les étrangers attribuaient à la cité une puissance bien supérieure à sa force maritime réelle, qui était déjà, il faut le reconnaître, considérable. La Sicile et le détroit avec l'Afrique, toujours ce problème, vont être le prétexte du conflit avec les Romains. Deux impérialismes s'opposent, ce sera Carthage ou Rome. Et c'est l'extraordinaire épopée d'Hannibal. Il partira de Carthagène en Espagne, un nom qui d'ailleurs signifie Nouvelle Carthage. Il traversera les Pyrénées, puis les Alpes avec ses éléphants, 37, ses cavaliers, 9000, ses fantassins, plusieurs dizaines de milliers. Il atteindra en combattant victorieusement le fin fond de l'Italie, et ce sera la bataille de Cannes où il vaincra les légions romaines. Et l'on assista à un chassé-croisé. Le général romain Scipion, débarqué près de Carthage, forcera Hannibal à revenir précipitamment. Les légions écraseront les Carthaginois en une bataille féroce, à Zama. C'en est fini, Carthage est anéantie. Mais la position stratégique de la ville rend sa renaissance inévitable. Nous sommes dans une ruine grandiose de la Carthage romaine, les thermes d'Antonin, et qui date de 150 de notre ère. La province entière colonisée, largement urbanisée, fut nommée Africia. Il y eut même une déesse Africa. Il est curieux de remarquer que c'est de ce coin de terre tunisienne qu'est né le nom Afrique, qui désignera plus tard l'immense continent tout entier.